Bienvenue à tous donc, pour ce nouveau meet-up qui doit être notre 12e de mémoire, dédié à l'exploration des données au travers de la DataVis. Ce soir, on accueille Paul Girard, qui est un Nantais, et Matthias Stahl, qui est allemand, je ne sais plus exactement de où en Allemagne, et puis qui nous le dira un moment et qui fera sa presse après Paul en anglais. Pour présenter un petit peu plus en détail qui nous sommes, pour ma part, donc Florian Melki, moi je suis ingénieur et à défaut de trouver un terme qui me convenait, j'ai inventé celui de data crafter puisque je sais faire aussi bien un peu d'analyse de données que du data scientist, que du data engineer. Bon, me trouvant un petit peu entre les deux, j'ai inventé ce terme-là qui me convient bien. Ça fait 5 ans que je bosse dans la donnée pour l'université de Nantes, aussi en tant que freelance. Et voilà, donc en gros, je bosse depuis 5 ans dans la donnée, pas mal avec, en fait essentiellement avec Yannick Prié qui a pris la parole en premier, avec une expertise dans l'analyse de l'expérience utilisateur, et j'aime bien bosser sur tout ce qui est sociologie et santé. Denis, je te passe la parole. Toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps en plus. Je suis journaliste de formation. Je suis passé par West Media Lab ces 4 dernières années pour travailler notamment sur des hackathons où on parlait beaucoup de data vis, qui sont les HibLab. Et puis dans ma nouvelle vie, je m'intéresse à la data visualisation et notamment la visualisation de données géographiques pour raconter des histoires et éclairer l'actualité, donc faire du data journalisme. Et moi aussi, j'ai inventé un mot, géodata de journaux. J'aime bien l'idée du géodata. Next, c'est bon pour toi, Denis? Oui. Vincent? Oui, merci Florian pour l'introduction. Donc moi, je fais partie donc, des deux anciens chercheurs, donc côté universitaire qui est à l'origine de la création du Meetup. Moi, mon dada, c'est la donnée urbaine. Donc en gros, on pourrait résumer ça à de l'informatique urbaine. Je suis informaticien de formation et je me suis orienté quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années à l'École centrale de Nantes vers l'affichage des données urbaines parce que il y avait des tas de choses à faire, il n'y avait pas grand-chose qui était fait et donc il y a beaucoup de choses à explorer. Et puis au passage, j'ai rencontré des gens qui font de l'analyse de la forme de l'espace urbain, de la forme de l'espace ouvert. Et donc on s'est amusé à croiser nos travaux et voilà, vous avez en image un des résultats qu'on a et on continue à explorer ça en 2D, en 3D, en carto, en immersif. Voilà, on explore toutes les facettes possibles d'affichage des données urbaines. Très bien, merci Vincent. Oui. Yannick? Le micro, pardon. Oui. Yannick Prié, je fais de l'informatique et beaucoup d'interdisciplinarité, c'est-à-dire je bosse avec tout le monde sauf des informaticiens. Grosso modo, côté DataVis, je fais un peu de tout, j'ai fait beaucoup de tableaux de bord et puis en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est Immersive Analytics, donc à l'analyse de données en immersion. Voilà. Très bien. Petite nouveauté, depuis peu, nous avons un sponsor, en l'occurrence Bac à Sable. Adèle, tu es quelque part par là, normalement? Oui, bonjour, je suis là, vous m'entendez? On t'entend très bien. Donc nous, on est Bac à Sable, voilà, donc on participe à l'événement. On est une agence de solutions numériques qui est basée à Nantes aussi. On est spécialisé dans l'UX design, le design de service, le design d'interface et le développement. Et donc, tous nos clients, on les accompagne dans leurs projets de transformation numérique, applications mobiles, site internet, site e-commerce, etc., etc. Et donc, une de nos spécialisations, c'est aussi la data visualisation, sujet sur lequel on travaille principalement donc avec des groupes ou des collectivités, souvent sur des outils opérationnels qui servent souvent en interne. Et donc, pour ce qui concerne la DataVis, on a également développé notre propre outil qui s'appelle Bacamap et qui offre une nouvelle vision de lecture des données. On peut parler en gros d'un nuage de mots qui est un petit peu plus poussé. Nous, avec Bacamap, on ne cherche pas à comprendre les données chiffrées et statistiques, mais plutôt à modéliser des interactions entre les liens entre les données sémantiques, comme les tags, les catégories, les mots, les qualifications et les termes. Et donc voilà, c'est plutôt autour du terme que du chiffre, et c'est pourquoi il peut venir en complément d'autres outils de data visualisation comme les plus connus, Tableau ou Power BI par exemple. Voilà, pour ce qui est de notre petite présentation, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet bacasap.fr. Et voilà, vous pouvez être directement en contact avec nous. Merci pour ce temps de parole et puis bon meet-up à tous. Merci Adèle. Je vais passer sans trop tarder la main au speaker.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce meet-up. Très content d'y participer. Donc ce soir, moi, je vais vous parler d'exploration à travers un travail que j'ai fait sur des données de l'histoire du commerce de la France. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. J'ai mis l'URL de mes slides dans le chat. Vous pouvez voir les slides, en parler si vous avez besoin. Donc, l'exploration visuelle comme instrument de recherche en histoire économique et sociale. Donc, 2 mots sur mon parcours qui va expliquer ce titre un peu à rallonge et puis un peu la dernière partie. Donc, moi, je suis ingénieur en informatique, mais je me suis spécialisé très tôt dans la collaboration avec d'autres métiers que l'informatique qui ont besoin d'informatique pour mener des collaborations et dans la recherche. J'ai commencé par bosser avec des artistes pour de l'art numérique et de la recherche. Puis, j'ai rejoint Sciences Po à la création du Media Lab de Sciences Po, qui est un laboratoire de recherche, où j'ai participé pendant 10 ans à ce laboratoire qui mêle sciences humaines et sociales et méthodes numériques, donc inventer de nouvelles façons de faire la recherche en utilisant le numérique et tout un tas de données numériques et de façon de nouveaux terrains d'enquête aussi par le web, etc. Moi, dans ce contexte-là, je me suis spécialisé notamment dans l'analyse visuelle des données et comment l'exploration peut apporter de nouveaux moyens d'enquête pour les sciences humaines et sociales, et notamment pour prendre en compte la complexité des données que manipule souvent ce genre de projet. Complexité, je m'oppose là au volume. Ce n'est pas forcément des bases de données qui sont très volumineuses, très grandes, mais avec un niveau de finesse de description qui pose des problèmes. J'ai fondé il y a un an et demi une agence qui s'appelle Westware, cofondée avec Alexis Jacomy et Benoît Simard. Donc on est 3 associés. Westware, c'est une petite agence de développement d'applications web, d'analyse de données, de gestion de données. Donc, on fait que du sur-mesure. On a une spécialité surtout sur l'analyse de réseau, mais pas que. Et voilà. Et on fait beaucoup de choses aussi avec la recherche. Beaucoup de nos clients sont dans la recherche. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire du commerce. Donc, ce que vous voyez là, c'est je vais me mettre en plein écran, ce sera plus élégant. C'est une photo d'une archive du commerce de la France. Vous voyez sur la gauche, avec une très belle écriture calligraphiée, des noms de produits, ensuite des pays. Donc, vous pouvez reconnaître différentes choses, Espagne par exemple, ici, cacao, et des montants. Donc, ces données, en fait, on les a numérisées et transcrites dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle le projet Toflit 18, auquel j'ai participé avec mes co-auteurs. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ils étaient en première slide, Guillaume Dodin, Loïc Charles et Guillaume Plic. Et donc, ce corpus, c'est 550 000 flux annuels de commerce par marchandise, donc le cacao, par exemple, entre des régions françaises. Alors, les régions françaises sont définies par les zones des bureaux de la ferme. À l'époque, c'était la ferme qui prenait en compte les statistiques du commerce de la France. Mais en gros, c'était à peu près les régions de l'Empire, entre 1718 et 1838. Voilà. Avec toutes ces données, il y a toute une partie sur l'ANR pour récupérer ces données, les transcrire. Tout ça a fini dans des CSV dans un GitHub. Et puis, on a aussi développé une application d'exploration visuelle de ce corpus. Et je vais utiliser ce cas pour essayer d'expliquer comment, à mon sens, l'exploration visuelle apporte des dynamiques d'interprétation tout à fait particulières et tout à fait intéressantes pour ce genre de situation. Alors, pour mener, ma présentation sera articulée autour d'une question, historique, qui est quelles sont les conséquences économiques de la perte du territoire canadien, du Canada, en 1763. C'est la fin de la guerre de 7 ans. C'est un des premiers conflits qualifiés de mondial, qui opposait 2 grands camps dans le monde. La France, d'une part, alliée à différents pays, je ne les connais pas tous par cœur, mais l'Espagne notamment, contre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la Prusse,
qui eux étaient alliés. La France a perdu, et elle a perdu notamment toutes ses colonies en Amérique du Nord, dont le Canada. Alors, je vais utiliser Canada, là, je simplifie, parce que le Canada est une province, en fait, de ce qu'on appelle la Nouvelle-France à l'époque, qui est l'ensemble des colonies, enfin des colonies, le mot colonie n'avait pas tout à fait exact, mais françaises en Amérique du Nord. Donc là, vous avez un exemple, ça vient de Wikipédia, c'est les batailles, la guerre de la conquête, donc c'est toutes les batailles qui ont eu lieu dans cette partie-là du conflit de la guerre de 7 ans, mais le conflit avait lieu aussi en Europe et aussi en Asie, mais là, c'est précisément sur la zone qui nous occupe ce soir, en l'occurrence la province du Canada. Voilà, donc ça c'est la carte, si vous voulez voir, la Nouvelle-France ressemblait plutôt à ça, donc ça va aussi, les Caraïbes sont aussi dedans, on va en reparler. Donc là c'est le moment où je passe en mode live démo. Donc je vous demande votre compréhension, je vais tout faire en live, donc ça risque d'avoir des petits accros. Alors, donc le Datascape, cet outil, ce qu'on appelle un Datascape, j'y reviendrai. Donc on a de la documentation. La première chose pour essayer de répondre à la question, ça va être d'aller voir en fait dans la documentation visuelle, qu'est-ce qu'on a comme données sur la France, sur le commerce de la France à l'époque. Donc là, ce qu'on voit, c'est un double bar chart, un small multiple et puis une agrégation en haut. C'est le nombre de régions qu'on a par année, donc commençant en 1718 et finissant à la Révolution, en 1789. Et, ah oui, pardon, la guerre de 100 ans, c'est 1755, je ne me souviens plus, jusqu'en 1763. Voilà, c'est à peu près cette période-là. Donc sur cette période-là, on a pas mal de régions, on en a 6, 7, 8, donc on n'a pas tous, hein, là, d'ailleurs, cette visualisation nous permet de voir qu'on a beaucoup plus de choses en 1750 et en 1789. Et ça, c'est un choix de construction. C'est quand on a numérisé et qu'on a transcrit, on n'avait pas les moyens de tout transcrire. Donc, on a fait du longitudinal pour les grands ports français, les grandes régions exportatrices et importatrices françaises. Et on a fait, par contre, du transversal pour 2 années, 1750 et 89. Donc, cette visualisation-là nous permet déjà d'avoir un rapport au corpus qui est assez documenté. Et donc là, je sais qu'on a des données pour la période qui nous occupe. Donc maintenant, l'autre question, ça va être de regarder, donc là, je vais changer de modèle visuel. Je vais aller voir dans l'outil qu'on a appelé classification. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des données sur le Canada? Donc, on a 2 systèmes de classification. On en a un qui est basé sur les noms de produits et l'autre sur les noms des partenaires. Alors, les produits, on en parlera plus tard. Pour les partenaires, donc c'est tous les autres organisations avec lesquelles la France a commercé sur l'ensemble du siècle. Alors, les classifications permettent en fait de regrouper l'ensemble des sources dans des catégories pour que ce soit plus compréhensible. Donc là, par exemple, vous voyez que dans les sources, on peut avoir Amérique sans S et Amérique avec un S. Les chercheurs ont créé une catégorie qui s'appelle États-Unis d'Amérique. Et ils ont regroupé là-dedans l'ensemble des dénominations qui sont ici. Donc, est-ce qu'on a Canada? Alors, on a Canada, mais déjà, on voit qu'on a Canada tout seul, là, et puis on a Canada assemblé à Îles françaises d'Amérique et autres. Alors après, on peut se poser aussi la question plus largement. Donc là, on peut mettre une expression régulière, pas ce détail. On peut regarder Canada, colonie, quelque chose d'Amérique, Louisiane et Nouvelle-France. Alors, Nouvelle-France, je vais chercher, mais j'ai absolument rien trouvé. Donc là, déjà, premier problème, on pourrait s'attendre à ce que ce soit la Nouvelle-France, puisque historiquement, c'était ça le nom de la province, mais non, dans les statistiques commerciales, c'est pas ce qu'on trouve. Il faut se rappeler que là, je regarde un siècle de données, hein, donc ça complexifie. OK, donc on va essayer d'identifier parmi tous ces candidats-là, lequel nous intéresse pour notre étude. Là, je vais utiliser du coup un autre outil, qui sont les time series, donc je vais tracer des courbes dans le temps, ce qui est souvent pratique. Voilà, alors... On va regarder les îles françaises de l'Amérique. On va regarder Canada. On va regarder colonie française. Oh, pardon, petite colonie française, il est là. OK. Ouais. Et donc là, on voit que sur la période qui nous intéresse, le bon partenaire, le partenaire commercial pour lequel on a des flux de commerce, et là, c'est les valeurs.
Le nombre de flux, c'est donc chaque enregistrement, et là, c'est la somme des valeurs. C'est les îles françaises de l'Amérique. OK, très bien. Du coup, ce qu'on peut regarder, c'est maintenant, je vais changer encore de modèle visuel, je vais aller voir, non, pardon, c'est possible. Je vais aller voir la situation, le contexte de ce partenaire particulier dans l'ensemble du commerce. Alors, je vais prendre la période de la guerre à peu près, les 20 ans, 1750-1770. Donc la guerre s'est terminée en 63, hein, pour rappel. Baisse nationale, non. Alors, il y a une histoire avec les sources que je ne vous explique pas parce que je n'ai pas le temps. Mais si vous avez des questions, je vous en parlerai. Donc là, on construit un réseau où on met deux types de nœuds. Donc c'est un réseau bipartite où vous avez les régions françaises en orange et puis les partenaires commerciaux en vert. Donc là, on n'y voit pas grand-chose. Donc on va améliorer un peu ça. Voilà. Et donc, mais les îles françaises de l'Amérique sont passées. Elles ont disparu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est parce que je n'ai pas la bonne classification. Pardon. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a un système de classification qui permet de choisir. Donc, on peut adapter chaque visualisation à un niveau d'agrégation. On peut travailler avec les sources si on veut, ou alors on peut choisir une simplification qui est un petit peu dessus, qui va être moins précis que les sources, mais plus facile à analyser. Et le grouping que j'avais sélectionné juste avant est encore moins précis. Voilà. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, on voit que sur ce réseau de clusterisation géographique du commerce, les îles françaises de l'Amérique sont là. Et si je regarde en valeur, c'est un partenaire qui est important. Ici. Notamment à Nantes, Bordeaux et Marseille commercent avec les îles françaises de l'Amérique. OK. Donc, maintenant, on va regarder si on a bien le Canada là-dedans. Pour faire ça, on va s'intéresser maintenant au contenu des produits qui sont échangés par ce partenaire commercial avec la France. Alors, désolé, là, il faut que je fasse un petit peu de clic. Hop, voilà. Donc ici, je vais choisir mon partenaire qui est les îles françaises de l'Amérique. Voilà. Je vais rester sur la période de 750-770. Et alors là, le graphe que vous voyez, le réseau que vous voyez, c'est un graphe de co-occurrence de termes. Donc pour chaque nom de produit, donc admettons que j'ai planche de bois, par exemple, on va séparer et on va faire un lien entre planche et bois. Donc c'est une clusterisation thématique des produits qui sont échangés. Alors là, j'ai mis le total, ce serait mieux avec les imports, désolé. On y verra plus clair. Je regardais que les imports, et ce qui permet de. Donc, deux termes vont être proches s'ils ont été souvent associés ensemble dans les noms de produits. Voilà. Donc, je vais les mettre en valeur. Et donc là, on va voir que parmi les imports qui viennent des îles françaises d'Amérique, on a du sucre et du café. Le sucre et le café, ce n'est pas produit au Canada. Ça, c'est sûr, c'est produit dans les Caraïbes. Donc, on a ce problème que pour analyser en fait l'impact de la perte du Canada, pardon, on ne peut pas juste utiliser les îles françaises de l'Amérique. Ça ne suffit pas. Parce que les îles françaises de l'Amérique regroupent l'ensemble de la Nouvelle-France. Donc, on a les Caraïbes, mais aussi la Louisiane et le Canada. Donc, pour séparer, on va devoir utiliser les noms de produits pour classifier ce qui est du Canada ou pas. Et donc là, on a la chance d'avoir des collègues qui ont travaillé là-dessus. Quentin Vidal et Guillaume Dodin, ils ont passé en vue les noms de produits et ils ont décidé si c'était des choses qui n'étaient pas produites par le Canada, des choses qui étaient peut-être produites par le Canada, exclusivement par le Canada, etc. OK ? Donc ça nous permet d'avoir la liste. Voilà, un castor, par exemple, ça vient du Canada. Par contre, hors Canada, voilà, des amandes, non. OK ? Donc grâce à ça, on va pouvoir retracer, en fait, recréer un Canada qui n'existe pas dans les sources en regardant les produits. Alors, testons. Si je retourne dans mon réseau de termes, voilà. Ici, je vais pouvoir regarder, utiliser la classification Canada. Alors, désolé, il a lancé un réseau entre-temps. Je vais regarder ce qui est Canada, ce qui est peut-être pêche d'Amérique avant 1763,
parce qu'on pêche beaucoup au large du Canada, en Terre-Neuve notamment. Alors là, vous m'excuserez, il y a une petite coquille, il faudra que je prévienne mes collègues. Voilà, on va regarder les imports. Je remets en 1770. Et je vais changer la source en local, parce que c'est ce que je vais utiliser après. Voilà. Et donc là, en filtrant ici par les produits, du coup, on va mettre de côté le sucre, notamment, et le café qu'on avait tout à l'heure, et voir se concentrer sur les produits importés depuis le Canada. Donc, vous voyez que ce réseau, il permet de... on voit la même liste que ce qu'on avait tout à l'heure, seulement on les a filtrés dans le temps. Et puis, surtout, ça nous permet d'avoir une meilleure idée qu'on a en gros des pots d'animaux. Notamment, on va retrouver notre castor qui est par là, d'ours notamment, de renard, des huiles, de morue notamment, et puis du bois. OK. Alors, maintenant grâce à ça, on est capable d'isoler en fait parmi l'ensemble des flux de commerce ceux qui viennent du Canada, en passant par les produits. Donc, maintenant qu'on a ça, on va regarder qui, en France, quelle région française importait des produits du Canada, l'hypothèse étant que, puisqu'on perd le Canada, bah, ces régions vont être impactées. Alors, je vais retourner dans notre vue metadata qui permet en fait d'avoir une vue assez globale du corpus sur certaines, notamment sur les régions. Donc, je vais réutiliser ma classification Canada. Voilà. Allez. C'est l'effet live démo, hein, je vous demande un petit peu de patience. Alors, donc on a dit Canada exclusivement. On va prendre la pêche. Le peut-être. On va se continuer de ça. Et on prend les imports. Je filtre pas par source, c'est pas grave. OK. Donc là, on a les directions de ferme en France qui ont le plus échangé avec, importé de produits du Canada dans le temps. Donc je vous rappelle que notre période qui m'intéresse, c'est par là. La fin de la guerre, c'est 63. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir isoler en fait on va prendre les 4 premiers, donc Marseille, La Rochelle, Bordeaux et Nantes, et regarder un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour eux suite à la guerre. Donc pour ça, je vais retourner dans la time series. Voilà. Ici, on va repartir. Oui, alors, en fait, c'était bien ça. Je vais reprendre les îles françaises de l'Amérique et par contre, je vais rajouter cette fois-ci le Canada. Et la pêche. OK. Et donc là, je vais pouvoir dire, OK, je veux voir, donc on avait dit Marseille, un port. Ensuite, je vais comparer avec Nantes et Bordeaux et La Rochelle. Alors, Bordeaux et La Rochelle. OK, donc là, on retrouve la même visualisation que tout à l'heure, mais filtrée de façon très différente. Ici, vous avez un bar chart de contrôle qui vous dit le nombre de directions. Donc, en fait, c'est pour vérifier la disponibilité des données. Donc, si vous regardez, par exemple, les courbes ici, vous verrez qu'on n'a qu'une seule courbe qui est disponible. Ensuite, là, c'est le nombre de flux et la valeur des flux. Alors, des fois, on a des quantités, mais c'est assez... Ouais, là, on en a un peu, mais pas tout le temps. Ce sont des quantités, pour le moment, je ne vais pas m'en préoccuper, c'est trop compliqué. Donc, en termes de nombre de flux, donc là, on va regarder, si on regarde ça vraiment très rapidement, on peut voir qu'on a quand même en nombre de flux une courbe qui est largement au-dessus des autres sur la première période, la verte, qui est La Rochelle. Donc, le nombre de flux, ça veut dire qu'à l'échange, La Rochelle importait une variété de produits importantes du Canada jusque vers les années 50, où ça décroît fortement jusque en 62, la fin de la guerre. Ça reprend un peu après, mais à un niveau qui est bien moindre. Pareil en valeur, si on regarde la valeur, c'est moins flagrant, mais quand même, la courbe verte est bien au-dessus et diminue clairement pendant la guerre et ne reprend pas. À l'inverse, la rouge, qui est Marseille, ici, elle est présente en nombre de flux assez faible sur la première période, par contre avec des pics de valeur importants, okay,
Et par contre, après la guerre, clairement, en valeur en tout cas, et puis en flux aussi un peu, en moindre mesure, elle repasse au-dessus. Donc il se passe quelque chose. Il y a clairement eu un effet de la perte du Canada sur la France. Alors, le traité hein, de fin de la guerre, le traité de Paris. Alors, on peut retrouver l'intégralité du traité de Paris en ligne grâce à Wikisource. La France n'a plus le droit de perd ses territoires, mais elle a aussi plus le droit de commercer avec le territoire du Canada. En revanche, la France, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a le droit de garder un droit de pêche au large du Canada, notamment en Terre-Neuve. Alors, on va regarder ça, et ça, c'est un point commercialement, c'est important parce que la pêche à la morue, notamment, est très pratiquée par des bateaux français au large du Canada. Donc, ce qu'on peut faire ici, pour vérifier ça, on va juste prendre La Rochelle et Marseille pour aller un peu plus vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va pas prendre Canada, on va revenir sur simplification. Et là, on va dire, OK, voyons au niveau de la morue, qu'est-ce que ça donne. Donc, je prends que les commerces de la morue en import à La Rochelle qui viennent des îles françaises de l'Amérique. OK, et puis je vais faire la même chose avec Marseille. Voilà. Et alors, l'autre produit phare qu'on avait vu hein, tout à l'heure dans le réseau de produits, ce sont les pots. Alors, les pots d'animaux qui se vendent très, très cher, notamment, alors là, si je prends ça, je vais avoir des chapeaux, mais ouais, ça, je vais penser ça. Écoutez, on va faire l'économie de la précision pour ce soir. Hop. Donc, les pots importés du Canada par Marseille, et puis on va faire une chose sur la Rochelle. Voilà. Donc, vous voyez que là, je construis mon espace interprétatif, et donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. La courbe verte, là, sauf que c'est la même couleur, mais là, c'est un peu un hasard. La courbe verte qui est importante en nombre de flux d'une part, mais aussi en valeur, sur la première période, ce sont les pots importés par La Rochelle. Donc La Rochelle avait vraiment pas mal d'imports comparé. Alors là, je compare à Marseille. Hein, la courbe des pots de Marseille, c'est violet. Elle n'existe pas. Enfin, si, un petit peu là. Quelques flux ici, un petit peu ici, mais en termes de valeur, c'est assez faible. En revanche, pour ce qui est de la morue, donc La Rochelle, la morue est rouge, d'accord, et en noir, c'est la morue marseillaise, enfin importée par Marseille. Là, clairement, la courbe qu'on voyait, la reprise de valeur par Marseille après la guerre, c'est la pêche à la morue. Donc, clairement, les armateurs marseillais sont allés pêcher la morue après la guerre, ce qui faisait déjà un peu, mais dans une moindre mesure. Et La Rochelle, ça n'a pas beaucoup changé, mais par contre, le commerce des pots, lui, en tout cas en importation, par La Rochelle, a complètement décliné après la guerre. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on peut regarder en fait simplement maintenant le commerce de La Rochelle. Parce que là, notre hypothèse commence à se resserrer. C'est La Rochelle a particulièrement, disons, pâti de la perte du Canada. Donc, ce qu'on va faire, c'est on peut regarder les imports et les exports de La Rochelle en total. Et puis, on peut isoler du coup notre Canada et voir. Pardon. Donc là, je vais mettre les îles françaises d'Amérique. Et ici, je vais repartir sur mon Canada, histoire d'être vraiment complet. Donc, désolé, c'est un petit peu long. Hop. Donc, export et import. Voilà. Donc, si on regarde là, on voit que toujours sur la période de la guerre, il y a ce déclin. Donc, en rouge et en noir, c'est le total. Hein. C'est l'ensemble du commerce de La Rochelle en import et en export, que ce soit le Canada ou pas. Vous voyez qu'en nombre de flux, la tendance est vraie aussi, même si je n'isole pas le Canada. Et pareil, ici en valeur, on a aussi une décrue. Donc cette proportion est vraiment présente dans ce phénomène est vraiment présent dans le commerce de La Rochelle. Alors, je vais revenir à ma présentation.
Donc là, c'est les différentes étapes qu'on a passées en revue. Je m'étais mis des liens au cas où je galérais avec l'interface, ce qui a été le cas, mais vous avez quand même subi ça. Voilà, vous pourrez les retrouver du coup. Ce sont des permaliens, hein, donc je dis ça parce que techniquement, ça n'a pas été simple à faire. Si j'ouvre ce lien, par exemple, je me permets de... Voilà, l'interface s'ouvre directement sur l'ensemble des courbes. L'ensemble est encodé là. Donc, si vous voulez revoir une des étapes, c'est possible depuis les slides. Voilà. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut aussi regarder les réseaux de produits de La Rochelle avant et après la guerre. Donc ça, c'est les 5 années avant la guerre et les 5 années après la guerre. Et on voit sur ce réseau une diminution flagrante de la densité. Donc la diversité des produits est bien moindre après qu'avant. Que ce soit en export, comme ici, mais aussi que ce soit en import. On a regardé les imports beaucoup, mais c'est vrai aussi en export. C'est-à-dire que le Canada était non seulement un produit d'approvisionnement de produits de luxe, parce que les peaux valaient très cher à l'époque, mais c'était aussi un produit, un marché d'exportation pour La Rochelle, pour fournir en fait les colons avec tout un tas de produits de première nécessité qui n'étaient pas ou difficilement fabricables sur place. Donc ce marché a disparu avec la guerre. Donc voilà, en utilisant cette interface d'exploration, il semble qu'on puisse au moins émettre l'hypothèse que la perte du Canada a eu un impact plus important sur La Rochelle que sur le reste de la France. Alors, là, on est vraiment dans l'exploratoire, mais on pourrait confirmer ça. Donc là, simplement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais on peut exporter les CSV depuis l'outil et puis faire de l'analyse statistique classique. Donc là, si je calcule juste les parts moyennes de commerce, c'est-à-dire à quel pourcentage le commerce avec le Canada est important pour La Rochelle, on voit avant et après la guerre. On voit que pour les imports, on passe de 75 à 63%, donc on perd 12 points. Sachant que c'est des parts qui sont très très importantes. Hein. Donc en fait, le Canada représente vraiment beaucoup en valeur pour le commerce de La Rochelle. Pareil pour les exports, on perd 27 points, c'est encore pire. Donc là, il y a un impact qui est très fort. Et surtout, si on compare à Bordeaux, Nantes et Marseille, les impacts, il y en a, hein, mais ils sont d'une autre mesure. Donc, c'est un début d'enquête qui est évidemment à poursuivre. Là, on a surtout exploré visuellement, on a regardé, on a découvert le corpus, on l'a traversé de différentes façons. Donc, reste qu'on ne sait pas pourquoi. Hein. La Rochelle a été impactée plus que les autres régions. Alors, on peut y mettre des hypothèses. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire de la région, mais les premiers colos français à s'être installés au Canada, ce sont ce qu'on a appelé les Acadiens, qui venaient majoritairement de la région de La Rochelle. Donc, est-ce qu'il y avait un lien comme ça de proximité, de commerce, qui facilitait le commerce et qui a fait que petit à petit, La Rochelle s'est spécialisée dans ce commerce-là? C'est possible. Là, les historiens, les vrais, parce que bon, moi, je suis en l'occurrence pas du tout historien, peuvent reprendre cette enquête-là, mais on voit que l'exploration permet de rapidement en fait cerner une question, essayer de voir, poser des hypothèses et faire émettre l'hypothèse. On a parcouru en fait l'ensemble de l'application, différentes étapes, en utilisant différents modèles visuels, des histogrammes, des réseaux bipartis, monopartis de concurrence, et puis évidemment des courbes. On a toujours besoin de courbes, surtout pour l'analyse longitudinale, en raffinant petit à petit les différentes données qu'on prenait en compte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'explorer du coup? Est-ce qu'on peut essayer de prendre un petit peu de recul et voir qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, d'abord, la première chose qu'on a pu faire grâce à ces différentes interfaces, et ça, je pense, c'est un point vraiment important, la visualisation permet, en quelque sorte, d'inspecter le jeu de données. Alors, inspecter au sens où ça permet de se rendre compte, en fait, des effets de construction. Donc, ce que je disais tout à l'heure au tout début, quelles sont les années pour lesquelles on a des données, pourquoi il y en aurait plus là qu'ailleurs, et donc de prévenir, en fait, de faciliter, pardon, c'est de la prise en compte de ces effets-là par les utilisateurs. Ça permet aussi de se confronter à l'hétérogénéité des sources, hein, de se rendre compte que voilà, quand on veut le Canada, il n'est pas forcément présent, écrit comme tel dans les sources historiques, donc il faut jouer avec cette contrainte, et puis de repérer des anomalies. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur une des courbes, une des dernières courbes pour La Rochelle, comme dans le commerce de La Rochelle, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, voilà, ici, là on a un pic en 1747 qui est étonnant. Ça, c'est un des autres avantages de l'exploration visuelle. Je pense qu'on a tous eu ça. Hein. La première chose qu'on fait quand on regarde une courbe, c'est qu'on se rend compte des problèmes. On pourrait regarder le pic de 47 si ça vous intéresse, mais là, je n'ai pas le temps.
La deuxième chose qu'on a faite dans cette interface d'exploration, c'est qu'on a aligné là où les questions de recherche avec les données. Il faut essayer de les faire coïncider. Le Canada, ben, il n'était pas là, il a fallu qu'on trouve un moyen détourné. On est passé par les produits pour retrouver le Canada qui n'était pas présent dans les sources. Et ça, c'est vraiment important de trouver, d'avoir la possibilité d'adapter la visualisation à la question qu'on se pose. Donc, j'ai parlé des classifications, dans le système de classification qui est particulièrement compliqué ici dans cette application-là, mais simplement le fait de pouvoir faire une expression régulière, par exemple, pour sélectionner un certain nombre d'entités, c'est du même ordre. C'est très important, ça permet de recréer des agrégats qui soient adaptés à la question que je me pose moi, chercheur ou citoyen. Enfin, on a surtout multiplié les points de vue. On a multiplié les points de vue parce qu'on a utilisé des modèles de données, des visualisations de données, des modèles graphiques très différents qui permettent de voir différemment, voir dans le temps, voir en figeant une période mais en regardant la structure avec les réseaux par exemple, ou les scrolls multiples avec les bar charts. Ce sont des modèles qui apportent des visions différentes, des points de vue différents. La navigation hypertextuelle, elle permet, elle, de passer de l'un à l'autre facilement, et donc de passer du longitudinal au structurel, donc de changer d'instrument. Et enfin, important, le système de filtrage qui est particulièrement développé dans cette application et qui est assez complexe. Il permet d'adapter chaque modèle, donc, ou chaque instrument, exactement à la question qu'on se pose dans notre voyage, à travers le corpus. Et il se trouve que les technologies web sont particulièrement adaptées à ce genre de dynamique. L'hypertextualité, de par son titre déjà, mais aussi faire du filtrage dans des applications telles que je vous l'ai montré là, en web, c'est assez facile. Et ça permet d'avoir cette plasticité d'usage, qui est très importante pour définir la façon dont on traverse ces données. Et enfin, tout ceci, ça permet de générer des hypothèses. Ça ne permet pas de confirmer. Ce n'est pas avec ce genre d'outil que vous allez mettre dans votre papier que oui, La Rochelle a perdu un marché avec le Canada. Ça vous permet de savoir quel va être le pourcentage, la bonne statistique, la bonne régression qui va vous permettre d'avancer, d'argumenter ou de peser dans votre papier. Ça ne permet pas non plus d'expliquer. En fait, ça n'explique rien. Ce sont en fait des interfaces comme ça d'exploratoire, elles sont très arides. Si vous n'avez pas un intérêt à aller manipuler les données, si vous n'avez pas un intérêt de recherche d'une question, il n'y a pas de narration du tout. Et c'est pas fait pour ça. Ce qui me permet de faire un petit coucou à mon ancien collègue Mathieu Jacomi, que j'ai écouté hier au séminaire du Media Lab, qui parlait de sa thèse Situer l'analyse visuelle de réseau. Je lui ai piqué cette slide où il refaisait ce point que l'exploratoire, l'analyse exploratoire, telle que définie par John Tukey, Exploratory Data Analysis, ce n'est pas la même chose que le confirmatoire, et c'est encore différent de l'explicatif. Les trois apportent des choses. Hein. Et là, ce dont on a parlé, ce dont j'ai parlé moi ce soir, c'est vraiment le premier, et pas des deux autres. Et donc, pour conclure, disons, ma vision de ce que peut être l'analyse exploratoire de données à travers des modèles visuels, je reprends cette autre slide de Mathieu, toujours. C'est d'arriver je pense que c'est vraiment important de construire cette idée du complexoscope, ce que lui appelle le complexoscope. Donc, ce serait un seul instrument, un scope, comme un microscope, qui permet de voir la complexité. Je pense que ce qu'on essaie d'argumenter là, lui comme moi, du coup, parce qu'on est assez raccord là-dessus, c'est plutôt le scape au sens paysage, c'est-à-dire ou atlas, on pourrait dire en fait, de multiplier les points de vue. C'est ça qui va nous permettre d'avancer dans notre enquête par le visuel, de multiplier, de confronter, disons, l'analyse temporelle avec l'analyse structurelle, de passer de l'un à l'autre, d'utiliser un filtre d'un côté pour pouvoir ensuite isoler un événement de l'autre. C'est en faisant ces allers-retours, ces mouvements, qu'en fait on peut avoir une meilleure prise en compte de la complexité des données, notamment dans ces cas-là où voilà, les noms de produits, on en a 50 000 au départ. J'en termine ici. Cette analyse, en fait, elle a aussi été écrite. Donc, il y a ici un lien vers un texte qui reprend ce que je vous ai dit en français. Si vous voulez une trace écrite, ça peut être aussi bien des fois de lire plutôt que d'écouter des gens. Si vous voulez en savoir plus sur techniquement comment ça marche, il y a quelques billes dans cette présentation que j'ai faite au FOSDEM en 2019. Notamment, on utilise une base de graphes en fait, pour structurer les données et les requêtes. C'est un sujet intéressant mais qui est hors du scope pour aujourd'hui.
le lien vers l'outil, le lien vers le blog du projet, sur l'hypothèse. Les données sont open source sur GitHub et le code source est open source aussi sur GitHub. Voilà. J'ouvre la parole aux questions. Merci de votre attention. Merci, Paul. Yannick, Vincent, je vous laisse prendre le lead. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. On Il y a eu peut peu de laisser les gens questions poser des sur, questions soit dans le chat, soit à l'oral. Comme Il y a peu de ils questions le sur le souhaitent. chat jusqu'à maintenant, en tout cas. Moi, je peux peut-être en poser une pour lancer. C'est juste, peut-être j'ai pas compris totalement les données, mais c'est ton exemple planche en bois qui m'a un peu étonné. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas des termes produits. Les produits, c'est C'est-à-dire que vous des ensembles de mots. n'avez pas de produit vraiment, du coup. Parce que planche en bois, c'est planche le produit, c'est planche en bois ou c'est bois? Et à quoi ça sert de rapprocher ces trucs, en fait? Et du coup, à quoi ressemble votre jeu de données? C'est ça qui m'intéresse un peu. Donc, du coup, je vais en profiter pour répondre à la question du pic de 47 au passage. Alors, on a rajouté un outil récemment, pardon, je ne suis pas au bon endroit, qui s'appelle les trade flows. Et donc ça te montre en fait les données sources telles qu'elles sont dans la base. Alors, il n'y a pas exactement tout, mais ça te donne une bonne idée. Un flux, voilà, ça ressemble à ça. Donc, on a des fois... Alors, attendez, je vais simplifier parce que sinon, ça va compliquer le truc. On va faire comme ça. Et donc, oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ce pic de 47 là, au passage. Donc, en fait, tu vois, dans les noms de produits ici, c'est du texte. Les points-virgules là, ça indique des fois, c'est pas standard, mais les accolades qu'il peut y avoir dans les sources. C'est-à-dire que la personne qui écrit sa statistique, elle peut mettre, là, c'est quoi? C'est tondure, de drap, mais il y a des tondures d'autres choses. Et du coup, elle met une accolade pour ne pas avoir à réécrire tondure sur chaque ligne. D'accord? Donc, ça montre qu'il y a une certaine hiérarchisation déjà des termes dans les sources elles-mêmes. Tu vois, quand ils écrivent toile, ensuite ils font une accolade, de lin, de coton, de jarret, de trucs, OK? Et donc, c'est cette chose-là qui nous a mis sur la piste de ce réseau de co-occurrence de termes. Parce que quand tu vois tondure de drap ici ou là, même s'il n'y a pas d'accolade, enfin pas de point-virgule ici, l'algorithme pour créer le réseau que je vous ai montré tout à l'heure, il enlève les mots outils, les deux, et ensuite il met un lien entre tondure et drap. Donc, ce qu'on voit dans le réseau, ce ne sont pas les produits, ce sont les termes, les mots qui ont été utilisés pour écrire des produits. Est-ce que ça répond à ta question? Juste, pardon, est-ce que vous n'avez pas encore, juste derrière, normaliser les termes? Parce que vous auriez pu dire, tout ça, c'est tondure de drap, c'est un terme et c'est un produit, quoi. J'ai pas compris. Vous auriez pu, enfin, parce que du coup, avec votre réseau, vous voyez que tondure et drap sont connectés, mais est-ce que vous avez, pourquoi pas mettre ces deux nœuds ensemble pour dire tout ça, ça va ensemble? Enfin, c'est la même chose, quoi. Alors, c'est parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir quels autres types de tondure il y a. Donc, c'est à ça que sert cette visualisation. Elle n'est pas ouverte. OK, j'en rouvre une autre. Product Term Network. Donc là, on va prendre un exemple au hasard. C'est qu'on n'est plus au Canada ni sur La Rochelle. Je vais juste laisser le réseau sortir. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble des possibles de 1750. Et donc, ça crée. Donc la couleur vient de l'algorithme de classification de Louvain, de modularité selon Louvain, ce qui a tendance à rapprocher les nœuds qui sont connectés ensemble et voilà, analyse de communauté. Donc, par exemple ici, voilà, l'étoile, tu vois, ça permet de rassembler toutes les toiles dans le même coin. Parce qu'on a l'étoile en Corda, de Pontigny, de Guêtre, Guingamp, enfin bref, tous les types de toiles sont ici. Voilà pourquoi on a fait ça. C'est pour voir en fait les mots qui sont utilisés dans plein de produits différents et qui sont un peu plus génériques, pour ainsi dire. Du coup, l'étoile, le cluster, la communauté toile est assez proche de la communauté drap, ce qui n'est pas complètement illogique. On voit qu'il y a pas mal de laine aussi. Alors, je pense que c'est les origines des laines, là, qu'on voit là, etc., etc. Et donc, ça permet en fait de créer une sorte de classification thématique
juste en gardant la concurrence des termes. Et en regroupant ensemble les termes qui utilisent les mêmes mots génériques ensemble. Alors, l'eau, par exemple, là, il est particulier, parce que eau, on voit qu'il y a un très fort lien avec vie, eau de vie. Les eaux de vie, c'est un produit qui s'exporte beaucoup. Voilà. On a la même chose avec les vins, par exemple. Alors, je ne sais pas où il est, le cluster vin, là, mais il existe. On peut le chercher. Alors, vu qu'il n'y a pas de question, je relance. Si vous voulez trouver le produit eau de vie, vous faites comment du coup? Ah bah, tu cherches eau ou vie. Alors, Eau et vie. Bah, si tu veux, là, le produit, ici, tu ne vois pas les produits. Dans cette visualisation, tu ne vois pas les produits, tu vois les termes des produits. Donc, le eau de vie n'existe pas dans cette visualisation. Il y a eau d'un côté et il y a vie de l'autre. Donc, si tu cherches vie, Vous n'avez pas donné la possibilité de normaliser et de faire des règles qui, justement, vous permettraient d'arriver au produit et de les normaliser une fois pour toutes, quoi. Alors, du coup, ça me permet de parler de ça. Le but, c'est de ne pas avoir une classification une bonne fois pour toutes. Parce que ça ne serait pas utile pour les chercheurs. En fait, les chercheurs ont besoin de classifier les produits en fonction de leur question de recherche. Il y a là, exemple, le Canada. Pour pouvoir isoler le Canada, on a eu besoin de créer une classification particulière qui va dire, je vais prendre, même s'il n'y a pas de rapport entre un castor et qu'est-ce qui sort du Canada de l'huile de foie de morue, je vais les mettre ensemble. Parce que il se trouve que moi, ce que je fais, c'est une classification thématique géographique et j'en ai besoin pour ma recherche. Donc, plutôt que d'essayer de faire une classification basée sur la statistique, on a fait des classifications qui sont adaptables librement par tous les chercheurs. Et des classifications, il y en a beaucoup. Donc, les deux premières, là, l'orthographic normalization et simplification, elles essaient de couvrir tout, 97% des produits. Elles sont exhaustives et elles ont des règles claires. Celle-là, elle va juste rassembler ensemble les choses qui sont écrites de la même manière, enfin, à l'erreur de typo près. Et simplification, elle va rassembler ensemble les mots de produits qui ne s'écrivent pas pareil, mais qui désignent les mêmes choses, les synonymes. Par contre, le reste, c'est que du thématique. Donc, les cotons, le café, les produits qui étaient concernés par le traité d'Éden qui a changé les règles commerciales en France, les grains, pour une classification qui reprend les classifications qui ont été faites à Hambourg pour les statistiques de Hambourg pour comparer, un autre type d'usage de la classification, etc., etc. Donc, en fait, la classification, alors faire une classification, ça veut dire faire un CSV où il y a les noms de produits et puis à la main dire qu'est-ce que je fais. Chaque chercheur est libre d'ailleurs à ce moment-là d'utiliser des méthodes automatiques de classification ou pas. Ça, chacun pourra le faire. On pourrait faire des détections de collisions par des métaphones ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais en fait, cette classification ne vaut pas plus ou moins que celle qui était faite à la main pour le café ou le coton. Voilà. Ok, merci. Il y a deux questions qui arrivent. Il y a deux questions qui sont toi, t'es arrivées. le maître du temps. J'aimerais savoir où t'en es, Florian, au niveau du temps et du. Oh, bah là, on est la en gestion retard d'un quart d'heure, je pense. Oui. Donc, on prend ces deux questions peut-être et puis. On prend ces deux questions et puis on passe à Mathias après. Mathias, Donc, we il y a une just take question the last de- question and then it's your turn. It's okay for you? Il y avait Yes, une no question de problem. Lynn sur la répartition des quantités de produits au cours du temps pour un port donné. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, je pense? Alors, les quantités Oui, quantité de produits. Alors, quantité Donc, de produits, alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle du nombre de produits? Est-ce qu'on parle des quantités, c'est-à-dire le nombre de kilos, ou le nombre de litres, parce qu'il y a les deux. Et on peut faire à peu près les deux. Alors, pour les quantités de produits, donc l'autre problème, c'est quand on parle de quantité de produits, on parle de quantité de produits dans l'absolu ou quantité de produits par partenaire commercial. Parce que ça, c'est ce que j'ai dans les flux. Donc, moi, je peux faire facilement le nombre de flux par port, ou enfin par point de passage en France. Par contre, il y aura, pour un même produit, il y aura plusieurs flux parce qu'il part à différents endroits, ou il arrive de différents endroits. Voilà. Par contre, on peut, alors, si vraiment on veut faire ça, on peut quand même le faire. Dans Metadata, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas regarder la distribution des données par région, mais par produit. Donc là, on me demande de choisir une classification. Bon, ça va être long, hein, parce que cet algo-là, il est particulièrement compliqué.
Je vais regarder La Rochelle, par exemple, pour rester sur le thème. Voilà. Et je vais regarder que les imports, c'est pareil, de quoi on parle. Je vais prendre que les imports. Et donc là, on va voir, d'ailleurs, c'est des images que j'ai faites ça, pour comparer La Rochelle et Nantes. Et je ne vous ai pas montré. Donc ça charge. Ouais. Donc ça charge, tu peux peut-être nous parler du coup de la deuxième question qui est sur les. On n'a pas vu de cartographie en fait, on n'a pas vu de carte du monde ou de flux entre des choses qui représenteraient un peu des cartes du monde quand même, des cartogrammes à minima, quoi. Ouais, on l'a pas fait. Bah, en fait, on l'a fait, mais sans. C'est la première carte que je vous ai montrée. En fait, on a fait un réseau bipartis. On n'a pas la géolocalisation des partenaires commerciaux parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, géolocaliser en soi, ça serait possible, mais historiquement, ça pose plein de questions compliquées. Et puis, en plus, on n'a pas que des pays. Des fois, on a des choses qui sont difficiles à mettre sur une carte. Donc ça, plus le manque de temps, fait que on a laissé tomber. On s'est dit que en fait, c'était intéressant d'avoir l'effet visuel. Je vais vous le montrer là, ça ira plus vite. Voilà. Ça, typiquement, on voit des effets structurels ici qui seraient difficiles, enfin, qu'on verrait différemment si on utilisait la géographie. En fait, la géographie torderait l'effet structurel. Donc, on a préféré mettre en avant l'effet structurel. Alors ça, c'est vraiment une réponse, c'est aussi parce qu'on n'avait pas le temps, en fait. Et c'était compliqué, d'accord? Mais voilà. Du coup, c'est la seule truc qui ressemble à une carte géographique, c'est ça. Mais s'il y a des gens qui veulent faire de la cartographie dans le cadre du projet, c'est open source. Les pull requests sont acceptés. Voilà. Donc là, on a le nombre de produits en haut, dans le temps, importés par La Rochelle. Et en plus, on a le breakdown en dessous par produit, si on veut. Là, c'est en nombre de flux, du coup. Là, j'ai 16 flux de planches de sapin. Il y a beaucoup de planches de sapin. Et on peut, là, c'est un scroll infini. Il y a des pages, il y en a plein. Vous pouvez y aller. Voilà. C'est assez long. Mais là-haut, on a l'agrégation qui répond à la question, je pense. Merci, Paul. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part merci au nom de tout le monde parce que c'était super. On va enchaîner. On est en retard, mais c'est la vie. Matthias, it's your turn. Yes, thank you very much. And thanks for the nice presentation, Paul. All right, so you should see my screen now. And yeah, I think this presentation now is going to be a little bit of contrast to Paul's presentation because it's approaching data visualization more from the data art perspective. And I want to talk about why we need more data art in our data visualizations. And before we dive into that, I quickly want to introduce myself with this little map here. And as you've heard in the beginning, I'm coming from Germany, and I was born in a little town which is called Schifferstadt, which is quite close to the French border. And in fact, I have been a lot of times in France, at least during my school time. I even worked for a couple of weeks here in Commercy, which is close to Verdun, in a pharmacy. And that was great fun. I really enjoyed it every time when I was in France. Unfortunately, I moved away from France after school time to Munich, where I studied biochemistry, and later I did a lot of proteomics, which is the science of proteins. And I also did a PhD in proteomics. And during all that time, everything switched to English, and I lost my French language, unfortunately. I do understand a little bit, but speaking is quite hard. Well, during my research career in Munich, I got in touch with a lot of data because we worked with methods that produced masses of data. And it was really fun to analyze the data and to eventually also visualize data. And so after my PhD, I thought it would be cool to go away from the laboratory and completely go in front of the computer. And this is then called bioinformatics. So the data science of biology is bioinformatics. And I searched in Europe where there might be a good place to learn it. And I found the Karolinska Institute in Stockholm, where I moved to 3 years ago to study childhood leukemia, so cancer of children, with bioinformatic methods.
And I have been there for almost 3 years. And during that time, I found my passion for creative data visualization. So we needed to build a lot of custom data visualizations in my research group. And there was a point, like it must have been like 2 years ago, where I really felt, okay, this is something I need to follow up. So I need to pursue my data viz career somehow. And then I got to know very cool people all over the world, and I saw, okay, you can have a professional career in data viz. And so last year in summer, I founded my own data visualization studio. And I also moved back to the roots, to Germany, very close to my original hometown, together with my family. And now I'm completely into data visualization, working for a large variety of different clients. And I'm highly specialized on very creative data visualizations. You'll see that in a moment. And during the last year, I not only founded my data viz studio, there was also the coronavirus pandemic, and it still is there, of course. And in terms of data visualization, we have seen so many corona charts over the past year. I mean, you might have experienced the same in France. There are a lot of news outlets creating their data vizes, trying to tell the story of the coronavirus to their audience. And one of the most famous charts, I would say, especially in the beginning, last year, March, April, was this one by John Byrne-Murdoch in the Financial Times. And he did this trick of comparing different countries and the cases in different countries by normalizing the starting point of the pandemic and by also using other tricks like the logarithmic scale. And it was quite nice to see this narrative in comparing different countries to see, okay, at that time, Italy was far ahead. And we in Germany and you in France, we were wondering, are we going to go the same path as Italy or not? And these graphics were really nice to see exactly this. And then there are a lot of these choropleth maps. I found the left one in Le Figaro this morning, and we have similar ones in Germany. The right one is, for example, from that site. Both are journals and or newspapers. And you can see that it is quite nice because people, they know how their country look like, and they also know where they live, and they want to know how are the cases developing in the area where I live in comparison to other areas. But of course, choropleth maps, as you all might know, they have their downsides. For example, on the German map, if you want to look for Berlin, our capital, it's quite hard to see because there is directly the label on top of it. And even if you want to look for Munich, you will have a hard time to really find it because it's buried somewhere there in the center of Bavaria, in the southeast. So the choropleth maps, they are really bad when it comes to small regions and you want to show these small regions. In the US, they have the problem in a very similar way because there is Washington, D.C., which is quite small and always not visible on such choropleth maps. But the New York Times did it a little bit differently. So if you watch the total deaths in the US, you see that this is not a choropleth map anymore, but now the deaths are just represented as circles. And then there is maybe also, at least here in Germany and also in Sweden, where I've been living, one of the most famous web pages is the one of the Johns Hopkins University. They have this very extensive dashboard and really showing all the numbers, like more than 3 million global deaths. And you can see the development of the daily deaths and all that kind of stuff. And that's, of course, very important to convey these messages, to convey all this data. But we have a problem in the end with all of these visualizations that I showed to you now. We see millions of cases. We see millions of deaths when we are on the global scale. And we can't really imagine what all these numbers really mean to us. So, well, yeah, we see that there are like daily 300, 400 deaths that people every day in France and also in Germany and in a lot of other countries even more. But we cannot really relate to this data because it's just too abstract and it's numbers that we cannot really imagine. Unless
we spike in some images, for example. So this one is from the New York Times, which appeared also almost now 1 year ago. And this is a picture taken on a funeral in Bergamo, Italy, where a lot of, so this was a Corona hotspot basically. And this image is, of course, not data visualization, but it's telling a story. So there is this woman in the foreground that has fever, and in the background is a coronavirus funeral going on. So it's a very strong story, and we are usually very affected by looking at such pictures. And this is because we humans, we are story-based, and we usually have a tough time in understanding big numbers. So we can't understand the millions of cases. We don't know what that really means, but we understand a single story. And we do not understand, for example, what it means with these daily reported deaths, for example, right here, that's for France again. We see that there are hundreds of reported deaths per day, and we cannot really relate what that means, and we are usually not that affected by it compared to the images. So one solution that we have in data visualization is to make that a little bit better, to convey a bit more emotions together with these charts, is setting data visualization into context. So what does that mean? So that means we try to explain the numbers that we have in our visualization. This is an example from The Economist, and it's showing for different countries the deviation from expected deaths. So how many additional deaths were there compared to the mean over a couple of years. And I just highlighted here one week in November for France, where there were like 4,000 additional deaths in just 1 week. And that is 30% more than normal. And this is a little bit easier to understand now, because we understand that there are people dying all the time just out of natural cases. But how many more deaths do we have due to the coronavirus? And 30%, or these 4,000 people just in 1 week, this is a number which is a little bit better to imagine, but it's still not optimal. Another example, which is more creative, has been in the Washington Post a few weeks ago. And there you could relate the number of dead people to a neighborhood. So for example, the city where I come from, or where I've been born, has around 80,000 inhabitants. And this is exactly also the number of dead people from coronavirus in Germany. And so when I imagine this whole city would be dead, then I can really relate a bit better to the number of these 80,000 people that have died during the pandemic alone in Germany. So citing a good friend of mine, Ben Cooley, who's also a data viz designer, we need the statistics, but we need also the stories to really understand what is going on behind numbers. And I think that data art can really help to convey this little bit of emotion, this little bit of story, together with the statistics, that we are a little bit more affected of the numbers that people want to show to us via their data visualizations. One example I did together with Bill Shander, actually he designed it and I coded this project, is Trump's year of COVID. And this is an animation video. I will share the slides later and you can go to it, of course. This is an animated video, and each dot here on this map is actually a person that has died during the last year of the corona pandemic in the US. And on the top, you see that the time is going on. So we're in February 2020 at the moment. And as time goes on, these dots will all disappear because these people will die. And this is resolved by county in the US. So there are more than 3,000 counties. And this is resolved also, of course, by the time. And now skipping a little bit forward. Now we are in October. And you always see that there are, I don't know, I hope you can see it via the Google Meet, that there are red dots, and these are the dots that are dying at the moment. And then they disappear from the screen. And if you watch that over the whole 6 minutes,
you get a feeling how many people have died in the US. And this is here in that case, over 400,000 dots. And a friend of mine who's working at the, well, how can I go on? Just a second, like that. A friend of mine, Patrick Voida, who is working at Aftonbladet, which is a news journal in Sweden, also has picked that up and thought, okay, we want to visualize all the 14,000 dead people that we have in Sweden. And we also want to bring this personal touch to the data visualization, that people can really understand, hey, this is a lot of people and this is real people behind that data set that we have here. And he set out and calculated the lost years of every person who died. So for example, here on top, you see kvinna, which is a woman in Swedish, which was 71 years old. And the longer the candlestick here is, the longer the candles are, the longer this woman was supposed to live, but she has died of coronavirus before. And you can scroll through all the 14,000 candles here and really get an impression how much 40,000 really is. And at the bottom of the page, they also link individual stories then to some of the candles where relatives of the deceased persons hold the pictures, and when you click on it, you also get to a story about these people, who they were, and yeah, how life was for them and why they died of coronavirus in the end. So this is also a way how to bring a little bit more story to the whole data visualization. And the same approach as Patrick has chosen here, like to show every single dead person as a candle or as an item in a more generalized way. The same approach I have taken in a project that will be released in the coming weeks, where I had a data set from Iranian journalists that are in prison or that died. And the task here was to also show how many people those are. And we decided to go for this rosette structure because it reminds of the Iranian or Persian architecture and culture. And every tile here is actually one journalist who was in prison, who died, who lives in exile or whatever. And as I play this animation now, you can see that the viewer of this visualization can make different slices through the data, do different breakdowns, different rosette groupings, but then also dive a level deeper and really go to these persons, really see there is persons behind each of the tiles, and then read what is going on there and do further explorations. And always with this hover effect, you always get reminded, okay, this is not just a tile with a color, this is an actual person with a whole biography, with a whole individual story behind. And so this visualization really made this compromise between showing all of the data, showing some statistics, like how are these variables connected with each other, but then also showing the stories behind, because as you remember, we are story people. We want to know the stories. Well, this is now relatively simple measures. We had corona deaths, we had journalists that are in prison, and we just counted these journalists. But what about when we have even more abstract measures? For example, going back to the corona pandemic, when we have now the different virus variants and we want to explain to the readers of our database, hey, there is virus spread going on, but there is also virus variant spread going on, and there are different variants evolving, and this is something which happens over time. And this is all information which is really hard to convey. And just showing you this example from the German news outlet, Der Spiegel, where they tried to show that this mutant B117, which is this UK variant that I don't like to call it UK variant, let's call it B117 for now, just showing over time how this mutant has taken over the whole coronavirus spread in Germany.
And there's also a variant tracker, which is from my colleague Will Chase in the US. He created that for Axios, also news outlet, where the different variants are described. And then you get these choroblast maps to know, okay, is this a mutant which is also present in my area or not? But again, it's very hard to tell the story behind these variants. And I wanted to work a little bit on that in early February this year. And I got across an interesting paper, which has now been published in Science. It's a pure research paper from a group that investigated the virus variant spread in the United Kingdom. So they had these 9 different regions, and every color here in these plots is showing the relative abundance of a certain variant. So gray are like all of the minority variants, but there is the red one, which is the initial B variant. And then you see this magenta one, which is again the B117 mutant, which is basically taking over the whole virus spread in the UK, and now also in France and Germany and in a lot of other places on the world. And I thought it would be cool to visualize this dynamic of these virus variants, to really see that there are different waves of mutants getting across the country, or specifically just for London first, variants of coronavirus that hit London one after each other. First the wild type, then the next mutant, then the next mutant. And now it's this B117 mutant taking over the whole play. And I thought it's quite hard to see this dynamic in these plots. But what happens when I take the data art perspective, when I don't pay too much attention on the scientific details that you need to have in the database, but what happens when I just visualize these coronavirus mutants as waves? And this is what I created from their piece called Mutant Waves of London. That's actually a large poster. And I'm going to show you the full thing in a second. But just to explain you a bit what you see here, each of these waves is actually now a coronavirus mutant. And in these waves, you can really see like the physical details and the play of the color, which is conveying to you this information that there is a lot of dynamics going on. So this wave is coming, it reaches a peak, and then it goes down again. And this is really how these variants roll over whole London. And this is the full picture. And the last wave is still ongoing. This is the B117 mutant. And then viewers can see, okay, here, this is actually the shape of London. And all of the people in London, they know this shape. You see the Thames River in the central, for example, and they say, okay, this now really relates to my region. These waves have to do something with my place where I am living. And actually, all of these waves are created with the shape of London. So I just want to explain you a little bit how I did those. So all of that work is based by a great work of Dan Gries, because he has a wonderful website, Rectangle World, where he shows how to create these very nice flowing shapes. And you can see it here. It's always a circle shape, which is just plotted right next to each other all the time. And then in total, it reveals these flow-like shape, which looks, of course, really nice. And you can play with colors and all that. And this was also exploited by Shirley Wu, who is part of, together with Nadi Bremer, of Data Sketches. And for this project, she also used the same technique of Dan Gries to produce these nice flows here. And I thought now it would be cool to not use a random shape or a circle or whatever, but just to use the shape of London, the geographic shape of the greater London area. And this is exactly what I did in the poster. So here I put down the resolution a little bit, and you can see how easy it is just taking the shape of London and plotting it over and over again, while adjusting the size and the height of the London shape depending on how prevalent this variant of coronavirus at a certain time point really was. And when you then put a lot more shapes together, you really get this
feeling that this is a dynamic wave which is flooding the whole London. And so this is my try to approach this problem, that we saw so many corona charts, and they all convey some statistical information, but only very few of them really tell a story and do something with us, really affect us. And I tried to take this angle from the data art point of view, and with some physical analogies and all that, to really spot people and say, hey, look at that. And that people then ask, hey, what is that? This looks beautiful, but it maybe looks also dangerous. What is it behind there? And I think data art goes far beyond mere statistics, and that is the true power of data art. So use data art to sprinkle a little bit of individual story to your data visualizations. You don't need to do a full data art piece for a newspaper, for example. I don't know if that is good, but use elements from data art and sprinkle them on top of your data visualizations. And I think then it's easier for your readers, for your viewers, for your visitors on web pages, for example, to really understand the story behind your data. And this is exactly what I do all the time, just showing you some examples of my work. They all are sprinkled with this little bit of data art because, in my opinion, this is very effective to tell true and genuine stories. Thank you very much for listening, and I'm really happy to answer you any questions. Since there is some question actually in the chat, we can let Matthias answer those questions, maybe. So, from Paul, in the mutant waves, how is the shape and position defined? That the shape area linked to the prevalence? You can read the question in the chat, Matthias. Yeah. Exactly. Let me go back to this original data slide. So here there is this relative abundance, which is just a share of all coronaviruses that are out there and the share that this mutant has. So like 20% of all viruses are B117 at the moment. And this is what is shown on the y-axis here. And additionally, also the size of the geographic shape of London is also scaled by the same variable. And this is how you get these wavy behavior in the end. Okay, thank you for the answer. And it is the same for color, I imagine, yeah, as you said. The color is just coding for the different mutants. So every mutant has a certain color. And you see on these waves, there are these shade effects, like in the end of the waves, they are a little bit lighter. In the beginning, they're a little bit darker. This is, funnily, it's just a side effect of this plotting by plotting that I do. So I do not do any shading, color, stuff like that. I only have a color gradient for each of these mutants, like for the top one from green to this purple one. And that's it. And the whole effects on top of that just are created by chance by this plotting technique. Yeah, thank you very much for these answers. I really like this very simple technique, having also tremendous effect, plotting again, and this kind of thing. There is two other questions from Mathis. Can we find your presentation somewhere in order to have a look to all the websites? Yes. So my website is here, hiksch.com. Sorry, this is not very good pronounced in French, I guess. And I will share my slides also, but I haven't put them online yet. Need to do that. Probably it's possible just to share the link via Twitter if you all are there maybe, or via the Meetup group chat. So I'll share a link there later where you can access the full slides for sure. And a more technical question, what visualization tool are you using, D3GS or something else? Mm-hmm. Yeah, so this specific example is built with D3, but not with D3 in the browser. You can also use D3 offline with Node.js.
So I use Node.js as the JavaScript runtime, and then I use D3 to produce the different shapes of London, and then it's just plotting on canvas. And yeah, for other projects, I love using D3, and I love to combine it with front-end frameworks like Svelte. And this is like 90% of my projects, I would say, Svelte plus D3. And because, yeah, I mean, there are a lot of higher level libraries for graphics on the web, but in the end, you usually have to do some very custom stuff, and then D3 is your go-to tool. Of course. And maybe a more difficult question again is how do you get inspiration for your art? Yeah, a lot from nature, actually. So what I really love to do is taking every day 1 hour to walk outside through the forest, over fields, whatever, and looking at shapes in nature and colors from nature. And I often when I start a new project, I go outside and have the project in mind and just looking for inspiration. So that is my main source of inspiration. But also museums, art museums. Now there are also online art museums. Definitely something which has nothing to do with data viz. That's my main sources of inspiration. I googled Svelte, which would do svelte in French, and which is a SVELT. Yeah, if you know React or Vue, it's very similar, but there are also very striking differences, and I think it's perfect for data visualization. Okay, so why is it perfect for? So maybe I have a question. Why is it perfect for data visualization then? Because I thought it was just a framework to. Same question for me. To do any web page, but why is it useful for? Specifically for data visualization? Why it is useful as well. Let me just share the link in here in the chat. It is useful. So it first of all was created by a graphics editor at the New York Times, and they use it heavily in production. And it solves a lot of these tasks that you always need when you do data viz very easily, like when you want to detect the size of the screen or of a container on the web. It's very easy. It's just one line of code. And you can adjust your visualization to these different sizes very easily. It solves a lot of headaches around animations. So when you use D3, for example, you need this imperative style of writing animations, right? You need to take this selection, do this, and so on. In Svelte, this is something you directly define on your HTML elements. So it's more declarative, and it's very much easier to read. And yeah, this is for me like the two main reasons maybe why I love using it. And it's very lightweight, easy to learn, and comes with a very low JavaScript bundle size as it is a compiler. And yeah, really love it for data viz. Okay, great, thank you. So I guess if there is no more question, maybe we can thank you again for your nice presentation and all. Thanks all for the invitation. who attend this new meeting, and say bye bye to everybody, and see you next time. Merci encore à Paul, merci encore à Mathias, évidemment. Puis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.